Ici, la voix de l'Amérique. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Jacques Aristide à Washington. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui, en ce vendredi 19 avril. Les titres que nous allons développer ce soir. Au Mali, le chef du gouvernement jette l'éponge. Le départ de Soumeylou Boubèye Maïga intervient après une vague de manifestations contre la tuerie des Peuls. Une première en République démocratique du Congo, mais aussi dans cette partie de l'Afrique, une unité de soins et de recherche en psychiatrie infanto-juvénile. Reportage de notre correspondante à Kinshasa tout à l'heure. No collusion, no obstruction. Aux États-Unis, tandis que le président se réjouit du rapport Mueller, les démocrates en font une toute autre lecture et jurent de continuer la bataille contre Donald Trump. Le Mali, pour démarrer, le Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga a démissionné hier soir avec tout son gouvernement. Départ accepté par le président Ibrahim Boubacar Keïta, mais aucun motif n'a été fourni. La décision intervient moins d'un mois après la tuerie de près de 160 Peuls dans le centre du pays. L'attaque, la plus meurtrière de l'histoire récente du Mali, a choqué la population. Des manifestations ont eu lieu contre la gestion de l'État de Bamako. Le point avec notre correspondant Kassim Traoré. Soumeylou Boubèye Maïga aura passé 1 an, 3 mois et 18 jours à la tête du gouvernement malien avant de présenter sa démission et celle de son gouvernement. Depuis plusieurs semaines, le départ de Soumeylou Boubèye Maïga était réclamé tant par les leaders religieux musulmans que par l'opposition, que ce soit des élus ou les manifestants dans la rue, mais aussi par des députés de la majorité présidentielle. Ces détracteurs l'accusent d'avoir lancé une entreprise de déstabilisation du RPM, le parti au pouvoir. Le Premier ministre a, selon certains responsables du RPM, remplacé plusieurs représentants du parti à des postes clés et surtout débauché plusieurs de ses députés. Tôt vendredi matin, les Maliens réagissent déjà à cette démission. Bon, moi, je pense que ça a été salutaire parce que d'autant plus que c'est le peuple qu'il y avait vraiment une tension, moi je dirais même inutile, parce qu'aujourd'hui on a tellement de pression, le Mali a tellement de soucis. Moi je pense que ça se situe pas au niveau du Premier ministre, c'est tout le Mali en réalité, le problème se situe à tout le Mali. On essaie de trouver la brèche et puis apporter notre contribution. Bon, il faut une concertation nationale, il faut que le président de la République concerte tout le monde, les gens, et puis en conséquence de prendre quelqu'un qui est consensus, quoi. Le dépôt de la motion de censure qui aurait dû être votée ce vendredi, les tensions sociales et les rapports difficiles entre le RPM et le Premier ministre ont conduit à cette démission. Un nouveau Premier ministre sera nommé très prochainement. Un nouveau gouvernement sera mis en place après les consultations de toutes les forces politiques, de la majorité et de l'opposition. Bamako, Kassim Traoré pour VOA Afrique. Pour un décryptage, j'accueille l'analyste malien Issa Sangaré, basé ici dans la capitale américaine. Il nous rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Merci d'être là. Soumeylou Boubèye Maïga, nommé en septembre 2017 par le président Ibeka, avait été reconduit en septembre de l'année dernière après la réélection du chef de l'État. Ce départ qualifié de surprenant, veut-il dire que le président a fini par lâcher son Premier ministre? Pourquoi? Bon, moi, j'ai une autre lecture. Oui. Je pense que ce départ n'est pas surprenant, parce qu'il y a 3 facteurs. Oui. Il y a l'insécurité, les leaders religieux et les partis politiques. Je m'explique. L'insécurité, on se rappelle au mois de février, il y a l'attaque du camp de Koulikoro, qui est à 50 km de Bamako. En 17 mars, il y a eu l'attaque du camp de Djoro, qui se trouve dans la 5e région, dans le cercle de Tenenkou, plusieurs morts, plusieurs blessés. Et le 23 mars, il y a eu le massacre de la population du village d'Ogosago, plus de 160 morts. Donc la coupe était pleine, vu
la société civile. Maintenant, il y a les religieux. On se rappelle, le 10 février, ils avaient fait un grand meeting au stade 26 mars qui fait 60 000 places. Ils avaient demandé le départ du Premier ministre puisqu'il a montré ses limites. En plus de cela, ils ont récidivé le 5 avril. Ils ont appelé toute la population malienne, dont une marée humaine dans le centre de Bamako, à la place de l'indépendance. Ils ont encore appelé le départ du Premier ministre. Et le troisième facteur, c'est les partis politiques. Le Premier ministre sortant, Soumeylou Boubèye Maïga, en espace de 2 mois, entre décembre et février, de 4 députés, il s'est retrouvé à 21 députés. Ce qui fait que les partis politiques, y compris la majorité et l'opposition, sont tous devenus fâchés, mécontents contre ce Premier ministre. Ce qui fait que tous les ingrédients étaient réunis pour pousser ce Premier ministre à la sortie. La société civile, les religieux et les partis politiques. Alors, le départ de Boubèye Maïga avec son gouvernement va-t-il régler les affrontements intercommunautaires dans le centre du Mali? Nous le souhaitons, mais ce qui a lieu de souligner, il y a eu toujours des petits conflits entre les ethnies. Mais ce qu'on souligne, c'est que la presse est en train d'avancer. Conflit intercommunautaire entre Peul et Dogon, les chercheurs qui sont sur place nous font savoir que ce sont des mercenaires qui viennent tuer les Peuls. Et ils s'habillent en tenue chasseur. Mais ce qui a lieu de souligner, ce qu'on appelle les Donso n'est pas seulement une ethnie, ça regorge plusieurs ethnies. Donc en tant que tel, il n'y a pas de conflit intercommunautaire. On veut créer un conflit intercommunautaire et nous souhaitons que le nouveau gouvernement qui sera sur place va pouvoir régler cela. Mais il y a eu l'apparition également dans cette région du groupe djihadiste du prédicateur Amadou Koufa, qui recrute prioritairement parmi les Peuls. Alors, le nouveau gouvernement qui va être nommé, va-t-il pouvoir vraiment désarmer les milices et anéantir les groupes djihadistes qui continuent de sévir dans cette partie du Mali? Comme on le dit, le pouvoir reste à l'État. On souhaite que le gouvernement qui sera mis sur place va pouvoir désarmer les groupes armés. Comme vous venez de le dire, Amadou Koufa recrute parmi les Peuls parce que les Peuls ont été stigmatisés. Ils ont tué des Peuls. Donc chaque ethnie, c'est pas le Peul seulement, ont créé des groupes armés puisqu'il n'y avait plus de sécurité au centre. L'armée n'était plus présente, ni la police, ni la gendarmerie. Donc les ethnies se sont vues dans l'obligation de créer des groupes armés pour leur propre autodéfense. Très rapidement, savez-vous quand un nouveau gouvernement, nouveau Premier ministre vont être nommés? Y a-t-il des noms qui circulent? S'il y a des noms qui circulent, sur les réseaux sociaux, on nous parle de l'ancien Premier ministre Modibo Sidibé et l'autre Premier ministre aussi, Cheikh Modibo Diarra et Madani Tall exactement. Mais pour la date, on nous disait aujourd'hui, mais je pense que comme il y aura une concertation, ça va prendre le week-end et sûrement le lundi, on va connaître le nom du nouveau Premier ministre. Issa Sangaré, vous êtes analyste originaire du Mali, vous êtes basé ici à Washington, je vous remercie. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Boko Haram multiplie les attaques meurtrières dans les pays voisins du Nigeria. La dernière en date a provoqué la mort de 11 civils dans le nord du Cameroun. Ce vendredi, les djihadistes ont commis la tuerie dans la localité de Tchakar-Mari. On compte parmi les victimes des personnes âgées et des enfants. Au Tchad, voisin relativement peu touché ces dernières années par les attaques de Boko Haram, le groupe nigérian a tué au moins 30 militaires depuis mars dernier dans des localités proches du lac Tchad. Pour sa part, le groupe État islamique revendique pour la première fois une attaque en République démocratique du Congo à la frontière avec l'Ouganda. Elle a été perpétrée mardi dernier contre une caserne de Bovata dans la région de Beni à la frontière avec l'Ouganda, d'après des médias locaux et étrangers. Une source onusienne fait état de la mort de 2 soldats et d'un civil. Le gouvernement de Kinshasa demeure prudent sur cette revendication, d'autant que cette partie du pays est le théâtre d'attaques fréquentes attribuées au groupe rebelle ougandais ADF. Pour une analyse, Idriss Fall a joint Nikez Kibel-Beloka, directeur du journal Les Coulisses à Beni. Ça ne me surprend pas, d'autant plus que cette revendication porte 2 messages. Le premier message, l'État islamique veut montrer à tous ceux qui doutent que c'est lui qui signe les massacres qu'on connaît dans la région de Beni. Le deuxième message, c'est un message d'encouragement aux combattants dans la foi pour leur dire « Vous combattez pour Allah, nous sommes avec vous, continuez le combat au nom d'Allah et nous vous soutenons ». La création de ce groupe remonte au séjour de Jamil Moukoul au Soudan, où il a été disciple de Bin Laden, l'Égyptien Al-Zawahiri et Al-Tourabi. C'est entre 1993 et 1996, avant que le Soudan expulse Bin Laden.
Nous restons en RDC pour parler de la santé mentale avec un projet qui attire tous les regards. Mais d'emblée, quelques repères. Les pathologies mentales sont en augmentation chez les jeunes partout dans le monde, d'après le dernier rapport de l'OMS. En Afrique, 5% de la population âgée de moins de 15 ans souffre de troubles mentaux. Un chiffre préoccupant pour un continent qui compte le plus grand nombre de jeunes. Famine, abus sexuels, guerre et pauvreté étant des facteurs aggravants, voire déclencheurs. Une unité pionnière en RD Congo et en Afrique centrale a ouvert ses portes il y a un peu plus d'un an à Kinshasa, sans subvention de l'État. Petite visite guidée avec notre correspondante Anastasie Tuzièche. Bonjour. Sœur Florence Mbia, docteur en psychologie, nous reçoit dans la toute première unité de soins et de recherche en psychiatrie infanto-juvénile de République démocratique du Congo. Une unité qu'elle a créée en novembre 2018 sur le campus de la faculté de médecine de l'UNIKIN, l'université de Kinshasa. Quand je faisais ma thèse, je préparais ma thèse, je travaillais sur des questions d'attachement. Ma soeur. Détection et prise en charge des enfants malades en amont sont parmi les recommandations du dernier rapport de l'OMS sur la santé mentale des enfants et adolescents. En 16 mois, l'unité a accueilli plus de 270 patients. 9 lits sont disponibles pour les jeunes hospitalisés. Moi, je suis venu en hospitalisation parce que je faisais la grève de la faim et j'avais des difficultés même de me lever. Pour me mettre même au salon, c'est pour cela que mes parents m'avaient amené ici. Je ne sais pas même pas comment t'expliquer à quoi je suis. La maison même on ne me supporte pas parce que si je veux faire quelque chose, si vous refusez, je peux même sauter les murs, sortir, je fais tout ce que je veux. Après, je d'accord, je m'en vais. Soigner donc, certes, mais des freins subsistent. La maladie mentale a été conçue par la société africaine d'abord comme un phénomène surnaturel, comme une punition pour une faute commise par le patient lui-même ou une faute supposée commise par le parent. La maladie mentale a été troisièmement conçue comme une élection des ancêtres ou des esprits. Autre difficulté quotidienne, l'absence de moyens. À part le bâtiment, on n'a pas mis à notre disposition d'autres matériels. Alors il y a des parents qui vous amènent, il y en a en nature, de l'aide, ou bien d'autres aussi en espèces, ils peuvent vous donner $100. $100 ici, c'est énorme, ça peut aider. Madame Passy emmène sa fille Ketia, 16 ans, à l'unité 2 fois par semaine. Elle s'en félicite. Elle a un problème de santé mentale. Le premier changement que j'ai observé chez ma fille, elle a commencé peu à peu à articuler des mots. Son élocution est encore fragile, mais tout de même, elle commence à parler. Si nous voulons, dans une société, avoir des personnes, des individus qui contribuent au développement de la société, il faudrait veiller à soigner des problèmes qui se trouvent déjà chez les enfants. À Kinshasa, pour VOA Afrique, Anastasie Tuzièche. Le rapport Muller fait toujours l'actualité. Le président a proclamé la fin d'une chasse aux sorcières. Pas si vite, rétorquent les démocrates. John Lyndon. Le président Donald Trump s'est dit satisfait de la publication du rapport Mueller. Par contre, le rapport brosse un tableau différent sur la question de l'entrave à la justice, en détaillant de nombreux cas où le président a tenté d'influencer l'enquête. À un moment donné, M. Trump a ordonné à l'avocat de la Maison-Blanche, Don McGahn, de faire renvoyer le procureur spécial. McGahn a rejeté l'idée, mais cela montre comment le président, et le rapport le cite, considéraient l'enquête comme susceptible de menacer son pouvoir. Le rapport ne conclut pas à un complot criminel contre l'équipe de campagne et la Russie. Pas de conclusion non plus de Robert Mueller quant à l'obstruction à la justice, mais il n'a pas exonéré Donald Trump pour autant. Les démocrates ont donc rapidement promis de poursuivre l'enquête. Le procureur spécial a clairement indiqué qu'il n'avait pas exonéré le président et il incombe maintenant au Congrès de tenir le président pour responsable de ses actes. Le Congrès doit obtenir le rapport complet et non expurgé, ainsi que les preuves sous-jacentes révélées par l'enquêteur Mueller. Ces questions d'obstruction pourraient continuer à jeter des nuages sur la Maison-Blanche, pour David Abraham, analyste juridique de l'Université de Miami. Je ne suis pas sûr que les résultats constituent une victoire pour le président.
Mais ces affirmations vont à l'encontre des faits concernant l'efficacité des interventions russes et sur l'ampleur des efforts d'obstruction déployés par la Maison-Blanche. La controverse sur le rapport Mueller laisse penser que le débat sur les actions de Trump va encore s'éterniser, selon Bill Sweeney de l'université américaine à DC. Si cela dure des semaines et des mois, ce sera un autre sujet de division dans un pays déjà divisé. Le ministre de la Justice a été invité à témoigner devant le Congrès le mois prochain et les démocrates veulent aussi entendre le procureur spécial Robert Mueller dans un avenir proche. Vous regardez Le Monde aujourd'hui de Washington sur VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et maintenant un coup d'œil sur les sujets que nous allons vous proposer dans la seconde partie du journal. Coup de projecteur sur un film ghanéen qui fait le buzz à Hollywood, l'enterrement de Kodjo du musicien Blitz Bouzaoulé qui s'est rendu dans son pays d'origine pour créer cette fable moderne qualifiée d'éblouissante. Un avant-goût tout à l'heure. À l'approche de la fête de Pâques, nous vous emmenons au Sénégal pour découvrir une tradition culinaire qui est observée pour raffermir les liens entre chrétiens et musulmans. En football, qui va succéder à Daniel Cousin comme entraîneur du Gabon? Les candidatures continuent d'affluer. C'est l'heure de Culture Hebdo avec Ekia Badou. Bonsoir Ekia. Bonsoir Jacques. On commence par parler de littérature pour le portrait de la semaine. Exactement. Bonsoir à tous également. Alors oui, je vous recommande la lecture du livre La rage de vivre qui retrace le parcours de Boléwa Sabourin, coécrit avec Bala Fofana, paru aux éditions Face Cachée. C'est un jeune homme admirable et surtout combatif qui nous prouve que lorsqu'on est habité d'une rage positive, on peut bouger les lignes de son destin. C'est le thème de son ouvrage, alors qu'un professeur lui prédisait un avenir déboueur, sans le bac, grâce à la reconnaissance de son expérience professionnelle et à un dossier défendu avec ténacité. Boléwa est aujourd'hui diplômé de master en sciences politiques à la Sorbonne. Il a toujours dansé aussi par ailleurs. Son père était danseur et avait sa mère comme élève. À 1 an, il est arraché à cette dernière et se retrouve à Matete, quartier de Kinshasa, où il vit jusqu'à ses 6 ans, puis revient en France. Alors l'absence de sa mère au quotidien et à contrario la forte présence féminine avec sa grand-mère au Congo et les nombreuses femmes dans les salles de danse le conduisent très vite à s'intéresser aux droits des femmes au Congo comme en France. Il a par ailleurs animé un atelier de danse à l'hôpital Panzi du célèbre Dr Mukwege pour inciter les femmes à reprendre la possession de leur corps et également pour libérer leurs paroles. Alors, nous l'avons reçu dans l'émission Vous et nous et il nous expliquait l'importance de sa grand-mère qui est donc décédée en janvier, combien elle a été importante dans sa vie. Elle s'appelle Marie-Marthe Djangui Lotangué et je vous laisse voir un extrait. C'est pour moi un honneur de pouvoir parler d'elle dans une chaîne comme ça et qu'elle puisse voir que le combat qu'elle a mené, elle, de faire de nous des hommes et des femmes dignes et fiers qui portons la voix, sa voix et puis celle du Congo de manière positive. C'était Boléwa Sabourin, co-auteur de La rage de vivre. Un autre coup de cœur, Ekia? Oui, j'aimerais beaucoup vous parler de Fabébi, un jeune artiste d'origine ivoirienne dont le public français a découvert le talent dès 2011. Un premier album, La force du nombre, disque d'or en 2013, puis plusieurs autres opus. Il faut dire qu'il a une très belle plume. Fabébi est l'un des premiers à avoir mis des sonorités africaines dans les beats rap.
Il a aussi ce qu'on appelle du flair, car il a collaboré avec des artistes talentueux avant même qu'il ne soit connu. C'est le cas de NASA, Aya Nakamura ou encore Bram Sito. À la rentrée, il nous présentera l'intégralité de son projet intitulé Éléphant d'or, qui est un retour à ses racines ivoiriennes. D'ailleurs, il a sorti un titre qui s'appelle Abidjan. C'est un titre zéro qui fait partie donc d'un album avec 19 titres. De nombreux featuring avec des artistes ivoiriens sont au programme, parmi lesquels José, DJ Kérosène, Ariel Chenet et bien d'autres pour bien montrer la diversité des influences ivoiriennes. Alors jusqu'en septembre, tout est possible avec cet artiste qui avance vraiment titre par titre. Et d'ailleurs, il se permet aussi la semaine prochaine de nous proposer un titre hors série, d'après ce qu'il nous a expliqué, avec Tenny, une métisse centrafricaine, dont il nous a fait l'honneur de nous donner des images exclusives. Ça s'appelle Oublie-moi. On va regarder un extrait. Chérie, je sais que tu me soupçonnes d'un regard d'amour et geste. Et quand la nuit je frissonne, je reste seul sous ma couette. J'ai beau faire le tour du monde, et je vois que tu me manques. Donc c'était Fababy avec Tenny et il va donc être sur scène demain. Afrique by Night, c'est à Paris. Peut-être qu'on aura l'occasion d'y aller en fusée. Et Cavadou, je vous remercie. À la prochaine. Merci, à très Jacques. bientôt. Alors, c'est un film qui fait sensation, son titre The Burial of Kodjo, ou si vous préférez, l'enterrement de Kodjo en français, un long métrage écrit et réalisé par Blitz Bazaoulé, qui a également composé la musique du film. Ce rappeur, basé à New York, est né au Ghana. Il a voyagé dans son pays d'origine pour raconter cette histoire faite de conflits familiaux, un récit qui a fini par devenir une fable moderne que les critiques de cinéma qualifient d'éblouissante. Le film est distribué sur Netflix et comme nous le rapporte Mike O'Sullivan de Los Angeles, le tournage a débuté grâce à un financement participatif en ligne. Son reportage est relaté par Arzuma Compaoré. L'enterrement de Kodjo raconte l'histoire d'une fille, de son père et de son frère. L'un des frères est porté disparu lors d'une expédition minière et sa fille doit partir dans un voyage magique pour le sauver. Un voyage qui mêle rêves et réalité. Bazaoulé a commencé comme rappeur, puis est passé au conte visuel. Dans cette histoire qui se passe au Ghana, il transporte son auditoire au-delà des clichés habituels. Je voulais faire un film sur le continent africain qui ne tourne pas autour des stéréotypes que nous connaissons, la guerre, la famine. Ces films produits de manière disproportionnée et influencés par Hollywood. Le film a été tourné avec une distribution ghanéenne et une équipe technique locale après que Bazaoulé a réussi à collecter $78 000 sur Kickstarter pour aider au financement. Je dis toujours que cela nous a donné l'autonomie dont nous avions besoin. Personne ne nous a regardé par-dessus l'épaule, ne nous a dit quoi faire ou ne pas faire. C'est toujours nous qui décidions entre nous si cela a un sens pour ce récit. Aujourd'hui, le film est distribué par Array, une société hollywoodienne fondée par la cinéaste Ava DuVernay et est disponible en streaming sur Netflix. Netflix est présent dans 190 pays. Cela représente donc de nombreux endroits où vous pouvez trouver des productions intéressantes. Oui, Netflix est super, mais c'est important que nous ayons nos propres plateformes et qu'elles soient suffisamment puissantes pour faire face à la concurrence. Mais pour l'instant, on est reconnaissant que notre film ait cette opportunité d'être vu par des millions de personnes dans le monde. Et je pense que les idées qu'elles ont de l'Afrique vont évoluer après avoir vu ce film. Ceux qui ont vu l'enterrement de Kodjo attendent déjà la prochaine réalisation de Blitz Bazaoulé. Eh bien, après quelques jours de repos, il est de retour à Yacouba Ouedraogo pour les sports. Bonsoir Yacouba. Bonsoir Jacques et bonsoir à vous, amis sportifs. Ravi de vous retrouver. Qui sera le prochain sélectionneur des Panthères du Gabon? Pas de réponse pour le moment, mais en attendant, des noms circulent. 2 semaines après l'appel à candidature, les Français Didier Six, Claude Leroy, Roland Koubis et Patrice Carteron ont déposé leur dossier. Âgé de 48 ans, Patrice Carteron, actuel entraîneur du Raja Casablanca, a porté le Mali, on se rappelle, en quart de finale de la CAN 2015. Roland Koubis, 66 ans, était entre autres entraîneur du Stade Rennais, de Montpellier, puis des Lions indomptables du Cameroun.
Considéré comme le favori parmi tous les postulants, eh bien, Didier Six a été sélectionneur du Togo de 2012 à 2013 et de Maurice en 2015. Le plus âgé de tous, Claude Leroy, 71 ans, a atterri en Afrique en 1985 et a entraîné le Cameroun. Il a ensuite été sélectionneur du Gabon, de la République démocratique du Congo, du Sénégal, du Congo et du Togo, qui n'a pas réussi à qualifier pour la prochaine CAN en Égypte. Et puis, en Europe, c'est un week-end de possibles consécrations qui s'annonce. Il suffit d'un seul point à la Juventus Turin pour remporter un 8e titre de rang, 4 jours seulement après son élimination en quart de finale de la Ligue des Champions par l'Ajax Amsterdam. La Juve reçoit demain la Fiorentina lors de la 33e journée de Série A. En France, après 3 ratés, le PSG tient contre Monaco, une nouvelle occasion de décrocher son 8e championnat. Une victoire suffit aux Parisiens pour être titrés. En Angleterre, le vainqueur de la Premier League ne sera pas connu à la faveur de la 35e journée, mais on aura demain un Manchester City-Tottenham acte 3. Les Citizens reçoivent à nouveau les Spurs 3 jours seulement après leur élimination par Tottenham en Ligue des Champions. Et pour finir, nous parlons basketball. Luanda abritera les derniers matchs de la FIBA Africa Basketball League. C'est ce qu'a annoncé l'instance continentale. Le Final Four, qui regroupe les 4 meilleurs clubs de la compétition, aura lieu du 24 au 26 mai. L'AS Salé du Maroc, Primero Agosto d'Angola, la JS Kaouran de la Tunisie et Smoua d'Égypte vont s'affronter durant tout le week-end pour remporter le trophée de l'Africa League. Il y aura des demi-finales puis la finale. Un match de classement pour la 3e place est aussi prévu. Le tirage au sort du Final Four aura lieu le 27 avril à Abidjan, au siège de la FIBA Africa. C'est tout pour les sports. On se retrouve lundi. Merci Yacouba, bon week-end à vous. Les fêtes de Pâques approchent. Nous allons vous parler d'une tradition culinaire qui existe au Sénégal et qui symbolise les liens de fraternité entre chrétiens et musulmans dans le pays. Chaque fin de carême, les chrétiens sénégalais ont l'habitude de préparer le ngalark, un plat qu'ils distribuent ensuite à leurs voisins et amis musulmans lors du week-end de Pâques. Dans la banlieue de Dakar, Alison Lekogo Fernandez a suivi une famille dans la préparation et la distribution du ngalark. Reportage. Dans le quartier de Kermassar, c'est jusque tard dans la nuit que Madeleine prépare le ngalar en famille à la veille du vendredi saint. Le ngalar est un plat à base de mil, de pâte d'arachide, de pain de singe et de bouille, le fruit du baobab, que les chrétiens sénégalais concoctent dans le but d'offrir à leurs voisins et amis musulmans. C'est typiquement sénégalais. Tu as beau faire des poulets, tu as beau donner des gâteaux, ils n'en veulent pas. Ils veulent la tradition, le ngalar. Avec la grâce de Dieu, je crois que je vais perpétuer cette tradition tant que je pourrai. Parce que non seulement les gens aiment le ngalar, mais aussi il y a le plaisir d'offrir. Mais le ngalar n'est pas facile à préparer. Il faut tamiser encore et encore jusqu'à obtenir une bouillie liquide. Cette tradition, Madeleine l'a héritée de sa grand-mère. Elle la transmet elle-même à sa fille, Evangèle, venue l'aider ce soir. Pour la jeune femme, le ngalar est aussi synonyme de sacrifice financier. Ça peut aller parfois environ, comme la maman l'a dit, 100 000 francs ou plus. Ça dépend des moyens. Mais si on n'a pas les moyens, ce n'est pas une obligation. Au petit matin, avant d'aller au travail, Madeleine, qui est sage-femme, organise la distribution avec l'aide de sa famille. Les chrétiens représentent 5% de la population au Sénégal, pour près de 95% de musulmans. Depuis son indépendance, le pays n'a connu aucun conflit interconfessionnel et cultive fièrement son modèle de vivre ensemble. Quand on remarque le Sénégal, c'est un pays qui n'a pas de problème au niveau des religions. C'est-à-dire que les chrétiens et les musulmans s'entendent très bien, et justement pour tous ces petits gestes-là. La petite Grace, 9 ans, cadette de la famille, participe elle aussi à la distribution, ravie de rendre l'appareil à ses voisins musulmans qui eux aussi leur offrent de la nourriture les jours de fête musulmane. Chaque Tabaski au Korité, il vient nous amener des bols de viande et nous sommes très contents de ça. C'est pourquoi nous le remercions. La tradition du ngalar serait née il y a une 50aine d'années à Saint-Louis. Aujourd'hui, elle est répandue dans tout le pays et ce plat rassembleur fait la fierté de tous. Point final à ce journal. C'était Jacques Aristide à Washington. Très bon week-end à vous. À très bientôt. Merci.